Angle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Nous sommes toujours à l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris et cette fois-ci je suis avec le légendaire Dan de Ticaret. C'est comme ça qu'on l'appelait, c'est comme une lettre de noblesse, Dan de Ticaret. Ouais, je suis pendant content longtemps on a cru que c'était ton nom de famille. Ouais, je suis très content d'être anobli comme ça. La noblesse du hip-hop. Cette particule me fait bien plaisir. Et voilà. Mais bon, il y a un gars, je connais pas son prénom, il s'appelle Desmureaux. Enfin, on est plusieurs. Saïd Desmureaux. Ouais, on est plusieurs. Ouais, c'est un noble du hip-hop. On est plusieurs à avoir cette particule. Exactement. Et puis, je suis content d'être ici. Content de te recevoir. Et je vais te dire une chose. Sur ce podcast featuring, on parle énormément de l'époque Ticaret, le magasin, mais surtout Ticaret, le studio. Ouais. Parce que bon nombre de personnes qui sont passées dans le podcast sont passées par ce studio. Ouais. Donc ça arrive très souvent quand on parle. Donc on va pouvoir éclaircir des choses. Mais ici, on commence par le commencement. Donc tes débuts, le hip-hop, t'as rencontré avec le hip-hop et surtout, quelle a été ta première discipline? Parce que souvent, on a des surprises pour les non-rappeurs. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai découvert le hip-hop par le concert, je sais plus comment il s'appelle. C'était lequel? Celui-là où il y a l'affiche... à New York City, voilà. Et en fait, j'ai connu le hip-hop comme ça parce que je faisais du roller. Ouais. Et on appelle ça les randonnées. C'est tu pars le soir et tu fais un petit peu Montparnasse jusqu'à Trocadéro. Enfin, tu tournes. Ok. Et puis, je suis un adepte du palace, donc je danse jazz rock, tout ça. Donc, Okay. j'aime la danse et j'aime le roller. Et quand je fais ma balade de roller, je vois une affiche comme ça, cette affiche-là. Ouais. Mais là, c'est pas marqué, mais à l'époque, sur cette affiche, il y avait marqué les meilleurs danseurs de New York. Ah. Et c'est juste ça qui m'intéressait. Ouais. Parce que toi, t'es déjà danseur. Jazz rock. Je suis danseur, et puis je veux voir c'est quoi les meilleurs danseurs de New York. Est-ce qu'ils sont meilleurs que moi déjà? Non, et ouais. donc, c'est ça qui m'attire. Et donc, j'y vais. Et l'étonnement, quand j'arrive à la salle, j'entends du son de funk, mais le son, il a un peu arrêté, et puis il y a des bruits avec le son. Enfin, je trouve ça bizarre, et j'aime pas. Je trouve ça même claqué. Okay. C'est tout pourri. T'es amateur de funk à ce moment-là. Je suis amateur de funk. Donc, en vérité, ils ont déstructuré ta funk. Et j'aime pas du tout. Voilà. Il y a un gars au fond qui fait un peu un dessin, mais le dessin, Tu comprends pas. Moi, je vois pas, je vois que des couleurs comme ça. Et je te jure que ça me plaît pas. Presque à la limite, je me fais chier, mais je sais pas pourquoi. Je reste. Je sais pas pourquoi. Mais je reste. T'aurais pu partir. Oui, j'aurais pu partir. Mais ceci dit, les danseurs sont pas là. Ok. Donc, Alain Malval, il est au micro, il dit, les danseurs, ils galèrent à Paris, dans un taxi, ils vont arriver. Donc, je patiente. Pendant ce temps-là, ils font ça. Et puis, les danseurs arrivent, les danseurs de New York, Crazy Legs, tout ça. Et Crazy Legs, il fait des pas de gymnastique pour moi. À un moment, il se met sur la tête, mais il fait à peine un tour et il tombe. Et en plus, ça fait du bruit. Ouais. Je dis, putain, mais C'est quoi? Bon. Et puis, arrive Mr. Freeze. Et Mr. Freeze, il arrive avec son parapluie. Et il commence à faire la marche arrière qu'on dit à Jackson. Et là, c'est comme si on te fait une piqûre et on te fait, tiens, voilà la vérité. Voilà. D'un seul coup, le son, il est patate. D'un seul coup, je trouve que le son, mais putain, ça va trop bien avec. Comment il s'appelle Futura 2000, il commence à mettre le noir. Donc, d'un seul coup, le dessin apparaît. Et tout devient, tu sais, comme si il y avait une baguette magique qui m'avait fait. Tenu par Mr. Freeze. Et là, j'attrape mais le virus, mais fort. Okay. Et là, je trouve ça dingue. Le lendemain, je suis plus de roller. Hein. Là, tu veux que ça. En fait. Le lendemain, j'essaie de faire de la marche arrière, quoi. Okay. Et donc, voilà comment tu tombes dedans. Ok. À cette époque-là, on est loin de l'époque Internet et tout ça. Comment tu fais, justement? Tu dis le lendemain, tu fais plus de roller. Comment tu fais pour être proche de ce mouvement-là, sachant que tu sais pas où le chercher? Alors, déjà, on est à Montparnasse, on est plein
à faire du roller comme ça. On est tous fans des États-Unis parce qu'on fait du frisbee, on fait du roller, on écoute la funk, enfin on rêve tous de Viva LA, tout ça. Et donc on est à l'affût de ce qui se passe. Et donc je suis pas le seul à l'avoir vu à la télé ou à avoir été au concert. Et donc je suis pas le seul à s'entraîner, à essayer de faire du Smurf. Et puis, on est à l'affût. S'il y a une petite pub avec un petit pas de danse, il y a Flashdance. Mais ça, c'est Flashdance solo. Il a dû te le raconter un peu une fois. Flashdance, c'est le passage du break. Il dure que 2 minutes. Mais on va voir le film. En plus, c'est à cette époque-là, quand tu payes ta place, c'est permanent. Tu peux rester. Je me souviens. Et donc, voilà, on passe des après-midi rien que pour voir les 2 minutes, les 2 minutes de break. Et donc, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a pas Internet et les infos, je sais pas comment elles viennent à toi. On dirait que tu dois les attirer. Je suis au courant qu'il y a un festival Fête et Fort. Je peux même pas te dire qui me l'a dit et comment je le sais. En tout cas, tu y étais. Voilà. Et non, on a nos oreilles grandes ouvertes pour. Et puis on commence. Bon, ça c'est un peu plus tard. Quand je dis un peu plus tard, 1 ou 2 ans, on commence à se reconnaître. C'est-à-dire, on commence à mettre des Fat Lassis. Donc on commence. Il y a des codes vestimentaires qui font que tu sais il est dans le mouvement. Exactement. Il écoute les mêmes choses que moi. D'ailleurs, c'est la question là, il y a 2 choses qui font quand tu vois quelqu'un. Tu le vois, tu regardes déjà ses baskets, et après tu lui demandes s'il est du move. C'est comme ça. Voilà, exactement. Très bien. Après, quand ça va plus loin, tu lui dis, c'est quoi ton tag? Mais normalement, juste tu regardes ses baskets, et est-ce que t'es du move? Ça, c'était la question. Très bien. Tout ça, c'est avant l'émission de Sydney à Chipa Shopping. Voilà, exactement. Avant l'émission de Sydney, le terrain vague, quoi. Voilà. Ok. Donc toi, t'as participé au terrain vague justement? Oui. T'as été? Oui, j'y ai été. Oui, bien sûr. J'ai participé. J'ai même l'autre fois j'ai vu DJ Joe, et DJ Joe, son souvenir qu'il a, c'est que je l'avais aidé à porter les vagues pour les mettre par-dessus le mur. Mais avant tout, le terrain vague avant Dynasty, c'est le terrain de graffiti, quoi. Voilà, justement, j'allais dire si on peut expliquer aux gens qui ne comprennent pas ce qu'est le terrain vague de la Chapelle. C'est un endroit. C'est un terrain vague, un terrain abandonné, plutôt fermé même à la base. Très fermé. Voilà. Où des graffiti artistes allaient faire leur. Voilà, où il y a Bando, les BBC, Lookies, enfin voilà, et puis des taggers comme les TCG avec Hardozer et toute sa bande. Et on passe le mur pour voir des graffitis parce que, comme tu dis, on commence à être fan de hip-hop. Et c'est une des disciplines. Et exactement, de prendre la photo. Ça peut être, on a combien été à avoir été au Palace pour voir le graphe Public Enemy de Colt et de Mode Tout, tu vois. Et tu t'es à Vitry, tu prends ton métro pendant 1h30 juste pour aller prendre une photo de graffiti, quoi. Et tu sais pas si elle a réussi ta photo parce que il faut la donner à développer. C'est pas les iPhones d'aujourd'hui. Non, c'est pas les iPhones d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, il y a un moment où il y a de la musique qui rentre, il y a des gens qui ramènent c'est Dynastique, des groupes électro. Voilà, c'est Dynastique et Coursier. Je sais pas qui est-ce qui lui donne l'idée, ou lui qui voit ça parce qu'il voit les free jam aux États-Unis parce qu'il traîne souvent. Il est avec un scooter, mais avec son scooter, il arrive à mettre 2 enceintes, sa table de mixage, les platines. C'est un truc de fou. Et le groupe électrogène. Et il paye tout lui-même, quoi. Et ça lui permet de s'entraîner en public. Alors, au début, il fait ça. Après, il y a Johnny Go Destroyman qui arrive. Donc, il y a des rappeurs. Il y a DJ Joe qui est là, qui est très doué, qui fait du scratch avec lui. Et moi, ce qui me choque, j'ai pas vécu cette période-là, bien sûr, j'étais trop jeune. Mais ce qui me choque, c'est que avec du bouche à oreille, il y avait du monde, il y avait un public. Alors, il y a du bouche à oreille et il y a le fait que le terrain vague se retrouve entre Stalingrad et La Chapelle. C'est un métro aérien. Et donc, du métro aérien, tu vois. Et c'est vrai que le samedi, tu vois qu'il y a un attroupement, tu vois qu'il y a des... T'entends rien parce que t'es dans le métro, mais tu vois qu'il y a un attroupement, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de breaker, et puis tu vois les graffitis aussi. Donc, obligatoirement. Et puis, comme je te dis, comme tous, on se reconnaît et on se parle, vite fait, ça fait du bouche à oreille, et tout le monde se retrouve là-bas, C'est fou. Donc, on va avancer. Toi, à ce moment-là, t'es danseur ou tu deviens DJ? Non. Pour l'instant, je suis que amateur de danse. Voilà. Et t'aimes la musique. Et j'aime la musique. T'es dans le tag?
Non, pas du tout. J'ai essayé le graffiti, mais bon, j'ai essayé qu'une fois. J'ai compris que c'était pas pour moi. Mais j'ai kiffé d'avoir fait un dessin, d'avoir utilisé la bombe avec l'odeur, tout ça. Et puis le soir même, comme ça, t'as l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre. Mais quand tu vas le lendemain, tu vois vraiment ce que t'as fait, quoi. Ok. Et là, tu dis bon, bah cette partie-là, je vais pas la faire dans le hip-hop. Je vais rester DJ, danseur plutôt. Et voilà, quoi. La suite pour toi, c'est quoi? C'est DJ ou c'est le magasin? Non, en fait, je suis d'abord danseur. Le fait d'être danseur, je traîne avec des amis qui m'invitent à Ibiza. Ok. Et quand je traîne à Ibiza, je rencontre DJ Fab. Oh, ok. C'est marrant. Mais qu'est-ce que vous faisiez à Ibiza au même moment? Ben lui, il avait une copine. Ok. Voilà. Et donc c'était le début du hip-hop. Et dans les boîtes, ils aiment ça, c'est spectaculaire. Ouais. Donc on a été concurrents quand même. On avait une battle. On a fait la battle dans la boîte. Okay. Et quand on a fait la battle dans la boîte, on s'est dit putain, mais vas-y, on va faire ensemble. Et en fait, après, moi j'étais plutôt breaker, lui il était plutôt smurfer. Ok. Et donc, on dansait dans les boîtes le soir. Ça nous donnait de la thune et ça nous a payé nos vacances, quoi. Voilà. Super. Donc, toi et DJ Fab, deux bons Français, vous vous êtes rencontrés en Espagne. Donc là, pour l'instant, je suis danseur. Ouais. Mais à la fois, je suis un petit peu plus âgé que tout le monde. J'ai à peu près 10 ans de plus que la génération Moda, Fab et tout ça. Et je travaille pour une friperie qui vend des fringues des années 50. On fait beaucoup de robes, on fait beaucoup de choses pour le cinéma. Mais notre stock, il est dans un garage. Ouais. De là, je dis, bon, c'est bien, mais on attend les clients dans le garage, c'est pas très... Ce serait bien qu'on ait revu une boutique. Et puis comme ça, moi, je reste toute la journée. S'il y a des gens qui veulent acheter les vêtements, on leur vend. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup d'argent. Et pour trouver une boutique qui soit pas avec une reprise commerciale, je cherche et je trouve effectivement dans le 19e, où là, les boutiques sont pas chères. Ouais. Donc, je regarde l'adresse dans le Figaro, je me pointe à l'adresse, et quand j'arrive à l'adresse, je vois que c'est à côté du terrain vague. Je fais, c'est pas super, loin. Je vais pouvoir faire ma boutique, et puis après, aller au terrain vague le week-end. Ça veut dire, au moment où tu prévois de lancer la boutique, le terrain vague existe encore? Oui, voilà, il est toujours là. Et moi, quand je trouve cette boutique, je fais, putain, mais c'est super, c'est à côté. En fait, je dis ça pour te dire que je suis danseur, que je connais Fab, tout ça, c'est parce que on se connaît tous un petit peu dans le milieu. Ouais. Et donc, les graffiti artistes qui s'appellent J1 et Bando et les autres, ils me connaissent. Et pour aller au terrain vague, ils passent devant la boutique. Et là, ils regardent et ils me voient. Ils me font, Daniel, t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Je fais, je bosse là. Ils me font, ok, c'est cool. Et puis, un jour, ils font un graphe et il se met à pleuvoir. Ouais. Qui viennent à la boutique, ils disent on peut rester à la boutique. Je dis oui. Et le fait qu'ils restent à la boutique, ils sont à la boutique, ils commencent à s'entraîner à faire des tags. Et il y a d'autres potes du terrain vague qui les voient, qui rentrent dans cette boutique. Et donc, ça y est, ça commence à rentrer. En plus, tu vois, je suis un Renoir. Les robes que je vends, c'est pour des grands-mères. C'est même pas pour la meuf de 30 ans, c'est vraiment que pour les grands. Et elles ont peur de rentrer dans la boutique et d'aller en cabine et que moi je sois dans la boutique. Donc, la boutique marche pas beaucoup. Donc, finalement, eux, ils squattent. Et puis, ils me disent, Daniel, toi, tu vas à New York tout le temps. Vas-y, ramène les casquettes, ramène les ceintures, ramène ceci, cela. Moi, à ce moment-là, tu vas souvent à New York pour ta... c'est Françoise qui va souvent, mon associé. Moi, je suis toujours à la boutique, mais elle y va souvent. Et je lui dis, vas-y, Françoise, il faudrait que tu ramènes des ceintures. Elle me fait, c'est quoi ça, les ceintures? Je fais, c'est avec des lettres, tout ça. Bon, elle fait un premier voyage, elle revient bredouille, elle me fait, mais personne connaît ça là-bas. Après, je lui dis, mais si, ça doit se trouver. Elle connaît un ami qui voit quelqu'un dans le métro qui vend des ceintures. Il lui dit, où on peut trouver ça, où ça s'achète, tout ça. Donc, on lui donne l'adresse. Elle me dit, ça y est, j'ai les prix, je sais où on trouve les ceintures. Elle me fait, mais par contre, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'il faut acheter des ceintures 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres. Il faut acheter tout l'alphabet. Il y a argent, il y a or. Combien il faut de A, combien il faut de B. On se prend la tête pendant à peu près 15 jours. Et là, je fais un petit budget et je fais, c'est un peu cher. Je dis aux gens, si vous me donnez la moitié de l'argent de la ceinture, je la commande. Voilà. Et en fait, tout le monde veut tellement sa ceinture, tu vois, parce que pour l'instant, c'est que Squat qui a une ceinture solo, enfin, tu vois. Ceux qui vont à New York. Ceux qui vont à New York, tu vois. Et ils nous font baver avec ça, quoi, tu vois. Et donc, les gens, ils sont pressés.
il me donne de l'argent, je ramène les ceintures, je vais abréger. Et quand je ramène les ceintures, ça met un peu 10 minutes pour faire des ceintures, tu vois. Okay. Donc, je discute avec le gars, ouais, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais dans le move, tout ça, etc. Et il y en a un, il vient, et, je lui dis, ouais, je viens pour ma ceinture. Je lui dis, bah, donne-moi ton nom, parce que moi, j'ai des bons, ou parce qu'ils ont payé la moitié. Ouais. Il me dit, non, mais moi, j'ai pas commandé. Je fais, bah, vas-y, c'est pas grave, je vais te faire ta ceinture, parce que j'ai de quoi en faire plus. Okay. Et pendant que je discute avec lui, je lui dis, ouais, alors, tu viens d'où? Je viens de Bruxelles. Et là, je sais pas, je m'arrête. Mais ça fait une semaine, hein. Je les ai le lundi, le gars vient le samedi. Donc le mot est passé jusqu'à Bruxelles déjà. Bah, les gens ils s'appellent le soir, par exemple. Et là je me bloque et je lui dis attends, je les ai depuis lundi, tu sais que j'ai les ceintures, tu viens là comme ça. T'as pris le train pour venir à la ceinture. Il me fait ouais, c'est moins loin que New York. Ouais. Et cette phrase résonne dans ta tête. Cette phrase résonne dans ma tête et là je me dis oui, effectivement là. Et après, bah comme les ceintures c'est les BBC, toute la boutique, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, je vais faire une boutique hip-hop. Ouais. Je suis dans le hip-hop et les gens, ils ont envie ils veulent des ceintures. Le gars, une fois qu'il a sa ceinture, il revient, il me fait, mais moi, tu peux pas avoir un Kangol. Ouais. Une fois qu'il a le Kangol, tu peux pas avoir des gros gold chain. Ouais. Au fur et à mesure, il me demandait, et puis, au fur et à mesure, je ramenais. Et en fait. Et ça a rempli ton magasin, en fait. La boutique, elle est restée, je crois, 6 mois fripe. Okay. Et en 6 mois, elle est devenue boutique hip-hop, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Et là, donc, du coup, ça devient une plaque tournante, en vrai. Pour le hip-hop. Ouais. Parce que de ceinture, tu vends des habits, mais je me souviens des places de concert. Public Enemy. Ouais, je vends on pouvait acheter une place de concert. Ouais, je vends les places d'Ice-T. Ouais. En fait, c'est les EZB. Ouais. C'est marrant parce que c'est sympa de leur part. C'est, en fait, pour qu'il y ait une crédibilité de leur concert hip-hop. Ouais. C'est bien qu'ils mettent en vente à Ticaret. Donc, si le billet il est en Ticaret, c'est que c'est du vrai hip-hop, c'est bon, quoi. C'est beau. Et ça, c'est, en fait, vraiment dans leur premier concert. Mais, après, quand Public Enemy passe au Zénith, c'est pas à Ticaret qui remplit. Ouais, bien sûr. Et eux, ils ont quand même continué à faire le jeu, à mettre à Ticaret. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que tous ceux qui avaient des projets hip-hop, ils me le proposaient. Ouais. L'avantage, c'est que moi, j'étais pas un assoiffé de sous, et moi c'était tout pour le hip-hop. Donc quand tu prenais pas des marges incroyables. Sur beaucoup de choses, pas de marge du tout. Ok. Important. Et il y en a qui me le rappellent comme ça, ils me disent putain, mais tu te rends compte, Daniel, tu nous vendais les trucs, tu prenais rien. Je fais non, moi j'avais mes fringues. Après, ça m'apportait quelque chose que vous apportiez des idées. Et donc dans le défilé, il y a les BBC qui ont commencé à faire des t-shirts et à faire des blousons peints où tu mettais ton nom. Il y a Clyde de Assassin qui est venu me proposer des mixtapes. Une semaine après, il me demande des mixtapes. Et tout s'est fait comme ça au fur et à mesure. C'est incroyable. Déjà, j'ai 2 questions. La première, c'est que j'ai jamais eu cette réponse. D'où vient le nom Ticaret? Alors, le nom Ticaret vient de mon associé, qui à cette époque-là est avec un Turc. Elle va donc en Turquie à Istanbul. Et en fait, Ticaret, c'est l'appellation de SARL en France. C'est-à-dire, toutes les entreprises turques ont le nom Ticaret. Comme nous, on a les boutiques avec marqué SA ou SARL. Okay. Et comme c'est le sigle qui veut dire commerce, elle s'est dit, commerce, c'est pas mal. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que c'est un nom que j'aime pas. Okay. Quand j'ouvre la boutique, comme je te dis, je fais de la fripe, ça s'appelle le temps du swing, tu vois. Mais bon, c'est pas génial, mais ça s'appelle le temps du swing. Mais j'aime pas Ticaret. Et tu te rends compte que t'aimes pas, mais c'est devenu presque ton nom de famille. En fait, c'est les BBC qui me disent, je leur dis, Ticaret, c'est pas génial. Parce que je veux faire un graffiti pour la boutique, tu vois. Et d'ailleurs, le premier graffiti de la boutique, c'est le temps du swing. Parce que c'est la boutique, elle s'appelle comme ça. Ouais. Elle s'appelle le temps du swing parce que quand j'ai pris la boutique, il y avait un pochoir avec marqué le temps du swing. Tout simplement. Et comme le pochoir, le temps du swing, et ce que je vends, c'était à cette époque-là, j'ai dit, bon, ça colle. Après, ils doivent, comme je veux qu'ils renouvellent les graffitis, ils veulent refaire la boutique, et ils me disent, mais t'as vu le temps du swing, c'est pas tellement hip-hop, tout ça. Je dis, mais le nom de la boutique, en vrai, c'est Ticaret, et franchement, ils me font, non, Ticaret, c'est bien. Il me dit, ça fait même ricain. Et je vais, allez-y, quoi. Et c'est marrant, il y a une confusion, parce que là, effectivement, là, le premier, c'est Ticaret avec un C. Mais après, Ticaret, ça s'écrit avec un K. Et ça s'écrit avec un K, parce que les graffiteurs, ils disent, un C, c'est claqué à faire. C'est vrai que dans le tag, ils ont toujours
toujours préféré le K aussi. Le K. Ils se remplaçaient. Ouais. Donc ils ont dit, ça te dérange si on met un K à la place du C? Je fais non, et donc. Ok. Alors il y a des gens qui me demandent, alors c'est un C ou c'est un K? En fait, c'est les deux, quoi. On a le fin mot, on a la vraie histoire. Et donc c'est parce qu'elle elle traînait en Turquie. Voilà. Ok, très bien. Et la deuxième, on peut le dire maintenant vu que le magasin n'existe plus. Ouais. Est-ce que c'était pas dangereux d'aller acheter des habits à Ticarette? Parce qu'on était quand même à une époque où il y avait dans la rue ce qu'on appelle la dépouille. Exactement. La Ticarette existe au moment où il y a la dépouille. Voilà, dans la rue. La plus grosse victime, ça a été quand même Chevignon, lui, ça lui a coûté beaucoup, ça lui a apporté, et puis il a eu le retour de bâton à peu près à la suite. Oui, ça a été un gros problème parce que, surtout, j'avais une clientèle suisse qui, ne regardez pas la dépense, tu vois. Et donc, quand ils repartaient avec plein de sacs, et faut passer par Gare du Nord. Et donc, très vite, puisqu'on va de temps en temps en Suisse faire des événements avec Dynasty, il y a la réputation, Ticarette, mais on peut pas acheter là-bas, on se fait tout voler, tout ça. Donc, la réputation, elle arrive très vite, et là, je sens que ça va coûter au magasin. Et donc, après, quand les clients suisses notamment, ou allemands aussi, et quand ils achetaient, on les raccompagnait ou à la Gare du Nord, on les raccompagnait, on leur disait de passer par l'autre côté, tout ça. Vous les raccompagnez, ok. Et c'est de là que je fais pas des sacs Ticarette pour pas que les sacs soient anonymes. Alors c'est marrant parce que tous les clients qui venaient, c'était pas les enfants de cœur, surtout quand tu vois la réputation de Vitry où c'est que des braqueurs, tout ça. Et à la boutique, j'ai jamais eu d'histoire. Jamais. Les gens, ils ont voulu respecter cette boutique. Ils ont dit, ça c'est notre lieu. On n'y touche pas. Et ceci dit, c'est vrai que si tu nous faisais des histoires, t'avais quand même pas mal de bandes de toutes les banlieues qui ont dit, comment vous touchez à ça? Donc, pour ça, j'ai eu de la chance parce que, effectivement, c'est pas la boutique qui leur faisait peur, S'ils voulaient, ils auraient pu faire le coup, Voilà. C'est ça. La musique. Toi, tu deviens DJ, beatmaker. Oui, voilà. Comment ça arrive? Et avec qui tu bosses d'entrée? Alors, moi, ça arrive, c'est justement, on revient à DJ Fab. Donc, la première année, il est important dans ton histoire. Oui, bien sûr. Parce que on fait du break, mais franchement, le soir, on a mal au dos. Et on a tellement kiffé, on y va l'année d'après, mais Fab, il dit, non, mais moi, j'y vais avec des vinyles cette fois-ci, j'y vais pas il a déjà l'envie d'aller mixer là-bas. Et quand il mixait là-bas, je me dis, c'est bien ça. Mais moi, j'avais déjà fait DJ dans les années 80 à Val Thorens, donc station sport d'hiver. Mais de 80 à 84, j'avais laissé tomber. C'était juste, j'avais fait ça. Après, ça m'a redonné envie de dire, tiens, c'est pas mal ça, les platines. Donc, je me remets aux platines. Je commence à jouer à droite, à gauche. Et je joue surtout à cette époque-là Run DMC et Beastie Boy. Et là, il y a un mec qui monte dans la cabine. Il fait, c'est qui qu'on voit ces sons là, rock, hip-hop là, c'est quoi ça? Et je dis au gars, c'est moi. Et le gars, c'est Johnny Go. Ouais. Et Johnny Go, il me fait, putain, mais ça c'est mortel. Vous êtes où là? On est au Team 6, je crois. Voilà. Et donc, lui, ça lui parle le rock, puisqu'il est rockabilly, tu vois. Et en plus, le rap, il aime bien ce mélange. Et de là, on fait pote. Et eux, ils avaient juste sorti, on le balance. Donc, il a besoin d'un DJ. Et c'est là que je commence à devenir DJ pour Johnny Go, quoi. Donc là, à l'époque dont on balance pour toi. Un petit peu après, tu deviens le DJ de Destroyman et Johnny Go? Ou que de Johnny Go? Ils sont séparés déjà à ce moment-là? Non, ils sont pas séparés. Mais leur DJ normalement officiel, c'est Max. Mais Go, il a envie de travailler, avec moi. Donc, on travaille un petit peu ensemble. Et puis, je m'entends aussi avec Destroyman. Mais Destroyman, normalement, leur DJ, c'est DJ Max. Ok, très bien. Donc là, à ce moment, t'es DJ. Le beatmaking, ça arrive quand? Alors, je suis DJ, mais tout de suite, tu t'intéresses un peu au beatmaking. Donc, Johnny Go, la première fois, il m'amène une TR 808. Je commence à taper des beats. Après, je commence à acheter une boîte à rythme qui sample. Je commence à faire des sons. Un jour, donc, je bosse avec Johnny Go et on bosse la maison de disques. Dit à Johnny Go, pour faire de la musique, tu vas aller en banlieue. Il y a un mec qui s'appelle Mariano. Et donc, vous allez faire du son avec lui. Donc, on va chez Mariano. Moi, j'amène mes samples. C'est lui, il les connaît bien, les machines. Puis un jour, il me prend à part, Mariano. Il me fait, c'est bien, Johnny Go, mais bon, c'est un peu de la variette. Tu n'es pas un groupe de rap bien.
Je lui dis, si, bah, ça, j'en connais, bah, à la boutique, il y en a plein qui passent. Et puis, dans une soirée comme ça, je vois Kenzie. Et je dis, parce que je les avais entendus à Nova, tu vois, j'avais déjà kiffé tout ça. Et on avait kiffé le côté Renoir, tu vois. La révolution noire. Et quand Mario il me dit ça, je lui dis attends, je crois que je vais avoir le groupe pour toi. Donc je dis ça à Kenzie et Kenzie le lendemain, je crois qu'ils ont été à 10 chez Mariano, tu vois. Et c'est là qu'ils font le maxi traite, le ministère. Donc on parle de ministère amer, bien sûr. Donc c'est toi la connexion entre leur producteur Mariano avec Mariano et ministère amer. Et ministère amer. Et mais ils aiment bien. Je leur propose des sons parce qu'ils aiment bien aussi ma façon de faire des sons. Un soir, je rentre, je crois que c'est Moda qui m'appelle et il me dit ouais, c'est pas mal des sons que tu fais, Daniel, mais je voulais te dire, moi, je vais quitter Ministère Amer et je voudrais que tu fasses des sons pour moi. Ok. Et là, je commence à bosser pour Moda, mais Moda, il va faire une carrière comme Solar. Parce que il veut, quand il passe à la télé avec Traite, tout ça, ses parents, pour lui, tu vois, il dit, putain, mes parents, ils sont pas très contents. Ils voient Solar d'un côté, ils me voient de l'autre côté. Moi, je préfère ce côté-là, et puis en plus, ça rapporte plus de sous, tout ça. Donc, je lui prépare un 6 titres, un peu plus gentil, un peu plus posé, surtout que lui, il veut faire un peu style Marvin Gaye, tout ça, posé, tout ça. Et puis, un jour, à la boutique, il y a Fab, enfin le Teufa qui fait des musiques pour Diams, tout ça. Il vient, il me dit il y a Jimmy J, le DJ de Solar, qui fait une compile. Il faut lui amener des sons, tout ça. Je lui dis bon, ok. Je préviens Moda, je lui dis ouais, il faut amener des sons. Moda il me fait ouais, mais tu leur laisses pas la cassette. Tu sais, à l'époque, on laissait rien. On a peur comme ça. Et donc le 6 titres que j'avais fait, je l'amène à Jimmy J, et bien sûr ils ont kiffé, ils ont mis un coup de pression, et donc j'ai laissé la cassette. Bref. Entre-temps que je leur laisse la cassette, avant d'avoir la réponse de Jimmy J, je fais toujours des sons et je trouve la boucle de Moda et Dan, notre morceau phare avec Moda. Et Moda, il est amoureux de cette boucle, tout ça. Et quand Jimmy J nous donne la réponse, il nous dit dans les 6 titres là, il y a ce morceau-là que j'aime bien. Vous avez fait un morceau avec une meuf qui s'appelle Karen, qui fait du raga. J'aime bien ce morceau-là. D'ailleurs, t'apparais sur cette compile, toi. Oui, c'était ça se passe comme ça. C'est après, ça. Ah non, ça après. Et donc, il me dit, je veux ce morceau-là. Et on lui dit, non, on va te faire écouter. On lui fait écouter la boucle. Lui aussi, il la trouve bien. Et Moda, il dit, je vais écrire sur cette boucle-là et on va faire un morceau. Et quand il écrit, il nous présente. Il fait, tiens, je vais faire un morceau qui nous présente. Et c'est là que... Moda et Dan s'ennuient. Et c'est là que le groupe existe. Ok. Voilà. Et toi, c'est vraiment là le beatmaking. Donc, tu commences un petit peu avec Johnny Go. Voilà. Et ça devient vraiment très sérieux. Avec Moda. Ouais. Ok. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, qui m'avait choqué. Et pour moi, ton beatmaking à toi, c'est un beatmaking de DJ. Et je dis ça, je précise, parce que tous les beatmakers ne sont pas DJ. Et je vais te dire, c'est quel épisode qui m'a choqué. Il y avait ce reportage sur Public Enemy, qui est passé sur Canal+ à l'époque, où il suivait des gens qui allaient au concert, notamment EJM, qui partaient de Vitry et tout. Et à un moment, on te voit toi avec East, qui repose en paix. Et East fait un freestyle, toi t'es au platine. Mais j'oublierai jamais, en fait, il y a une boîte à rythme. C'est tout. C'est tout. Et toi, t'es au platine et tu fais rentrer juste des sons. C'est tout. Et pour moi, ça, je me disais, il y a qu'un DJ qui mais en vérité, c'était du beatmaking. Oui, c'est ça, exactement. Sauf que au lieu de sampler, au lieu de sampler, tu mettais en live le truc. Directement. Ça m'avait choqué. East qui avait fait un super couplet et tout. Mais moi, j'étais resté bloqué sur. Mais il fait ça avec ses doigts. Là où les autres prenaient des samplers. Et même à un moment, il dit, il se mouche parce que t'as vu, à un moment, je mets la bouche, je scratch avec la bouche. Mais les idées, elles venaient comme ça. On tapait un beat et on essayait des sons et puis après, on faisait un morceau. C'est fou. Et c'est comme ça, en fait, que tu bossais avec Johnny Go, tu ramenais tes samples chez Mariano. Voilà, exactement. Super. Et après, on les construisait, Non seulement je bossais comme ça, mais Getch de Ministère Amer, quand tu regardes le morceau Traite, c'est que des sons envoyés. C'est vrai. Plein de différents sons envoyés. Il y a un rythme et Getch, il a envoyé plein de sons et ça fait un morceau. C'est clair. Ensuite arrive donc l'épisode du studio. Le studio à Ticaret, dans le sous-sol de Ticaret. Grâce au succès de cette compile et du morceau Moda et Dan, on signe des éditions chez BMG. Voilà. Ils nous filent de l'argent. Nous, on est quand on enregistre ça, on est chez Solar et à ce niveau-là, Solar, ils sont en avance. Ils ont fait bouche de là, ils ont un studio. Jimmy J a son studio. Et quand on les voit, pour nous, c'est comme s'ils avaient été sur la Lune, c'est des astronautes. Putain, ils ont des machines qu'on comprend pas. Et là, Moda, il dit, vas-y, nous, faut qu'on fasse pareil, on va acheter le matos.
Et donc, avec l'argent de BMG, on achète le matos. Une fois que le matos il est à la maison, je fais à Moda, mais on sait pas s'en servir. Oh merde. Et Moda, il me dit, mais écoute, Dan, c'est simple. Il y a comment on appelle ça, là? Tu sais, le mode d'emploi? Il y a le mode d'emploi. Il me dit, écoute, il y a le mode d'emploi, je vais le lire et tu vas faire. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il lisait le mode d'emploi. Vraiment appris comme ça? Ouais, on a vraiment appris comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à me servir du matos. C'est fou. Parce que moi, j'ai connu le studio d'abord quand il était chez toi. Oui, voilà, exactement. Avant qu'il soit dans le sous-sol de Ticaret. Et ensuite, donc, vous l'avez installé dans le sous-sol. Et en fait, oui, c'est le fait qu'il était chez moi. Bah, toi, t'es venu enregistrer. Les Sages Poètes sont venus enregistrer. Eben aussi est venu enregistrer. Et après, Moda, ça le dérangeait d'avoir les clés de chez moi pendant que j'étais à la boutique, tu vois. Il me dit, ouais, ça la fout mal, je viens chez toi, toi, t'es à la boutique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'installer au sous-sol? Donc, on a l'idée je demande à Françoise, elle me dit, OK, pas de problème. Donc, on s'installe au sous-sol. Et là, Moda, il laisse tomber son boulot. Et il décide de faire que ça. Mais pour le payer, il décide de louer le studio. Ouais, OK. Et il le loue à un moment où c'est la folie des mixtapes. Et donc, Cost vient, enfin, tout le monde Mehdi, tout le monde vient enregistrer. Et c'est fou, parce que tout à l'heure, je te disais que Ticaret, c'était une plaque tournante pour les habits, pour des places de concert et tout. Mais là, ça redevient encore plus une plaque tournante. C'est encore plus. Pour moi, c'est une période encore plus importante que les fringues. Plus importante que les fringues. Tous les rappeurs sont là, tous les rappeurs passent. Et moi, j'en sais quelque chose, parce que c'est la période où t'es venu, où t'as commencé. Je bossais avec vous et tout. Et le truc, c'est qu'il y a ce qui allait devenir la new school du rap français. Exactement. Tout le monde était là. Tous les nouveaux. Chez vous. Et vous étiez en train de faire une compilation. À ce moment-là. Qui allait réunir toute cette nouvelle école. Et y compris la New Jack, Vibe et tout ça. Vibe, des Poètes Top Jazz, son groupe. Il y avait pas de New Jack avant ça. Tout le monde était là. C'est complètement fou. Ça veut pas dire que c'est nous qui avons inventé. Non. Mais vous avez regroupé. Exactement. Tout le monde au même endroit. Voilà. Et il y a des groupes, justement, qui, nous, on faisait un truc rap, et il y a des gens, ils arrivent, ils font, non, mais nous, on chante. Je fais, d'accord. C'est fou. C'est complètement fou. Donc, on pouvait retrouver la Clica. Voilà. Il y avait les Sages Poètes de la rue. Les Sages Poètes de la rue, je te dis, Express D. Et, moi, c'est après que je l'ai su. Bon, Mehdi, bien sûr, il est resté longtemps avec Kerry James, mais c'est après que j'ai rencontré le 113. Et le 113, ils me disent, mais on était au studio. Moi, je me souvenais même pas. Et en fait, toute la mafia Crème Free a traîné au studio. Bien sûr, je me souviens. Moi, j'ai rencontré Mehdi là-bas, c'est carrément au magasin et tout. Et tout ce qui est Kerry, Rof. Et c'est vrai, quand tu dis, on voyait, il y en a plein qui avaient du talent, mais dès que quelqu'un était au-dessus, ça se voyait tout de suite. Je veux dire, quand t'as vu Mehdi, t'as vu quelqu'un et il y a les autres. Et quand tu vois Booba, il y a lui et il y a les autres. Booba qui était là, qui est passé aussi. Non, mais c'est dingue comment le talent, c'est visible. C'est visible. C'est pareil. Moi aussi, quand on a commencé à traîner au terrain vague, quand tu voyais Joey avant qu'il rappe, il dansait et il taguait. Il y avait les autres. Déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. Tu sens que les gens, ils sont au-dessus du lot naturellement, quoi. Toi, justement. Le gros souvenir que t'as des artistes, ça veut dire qu'ils sont passés chez toi et qui ont explosé derrière. Ça veut dire quand ils passaient chez toi qu'ils étaient pas encore stars. T'as des souvenirs, des anecdotes non, où tu sentais ces mecs à part celle de Booba qui effectivement, il y a quand même le morceau de la Clica. Ils sont combien? Ils sont ils sont tu vois. Lui, je l'ai jamais entendu. Et quand il rappe, déjà, je fais, oh là là, mais lui, il rappe pas comme les autres. Et quand il finit son rap, il me dit, oh, la fin, elle est pas super. Je fais, ah bon, tu trouves? Il me dit, si, je vais la refaire. Et Booba, il drop pas. C'est-à-dire, il coupe pas les morceaux. Et je l'ai vu dans un studio quelques années après, j'ai vu aussi, peut-être maintenant il le fait, mais il droppait pas à l'époque. Quand il ratait un truc, il connaissait ses morceaux par cœur, il avait pas de papier, tout ça, les textes, il les connaissait par cœur. Beaucoup comme ça à l'époque. Et quand il n'aimait pas reprendre sur un truc, s'il avait raté, il refaisait tout le truc. Et effectivement, il le refait et la fin, elle est beaucoup mieux que ce qu'il avait fait. Donc il avait déjà le sens du détail. Ouais, exactement. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce qu'à un moment, la boutique ferme. Enfin, c'est pas qu'elle ferme, elle va à Châtelet. Oui. En fait, elle va à Châtelet. Alors, parce que, comme on dit, la musique a été importante, mais un autre truc qui a été important dans les fringues, c'est quand j'ai fait la marque Troupe, la marque qui était représentée par El Koudjé, qui m'a officialisé au niveau du hip-hop. D'ailleurs, c'est avec cette marque-là que j'habille IAM quand ils font la première partie de Madonna. Je me souviens très bien des images. Donc, pour cette marque-là,
on a mis tout notre argent. Et même le banquier, il dit, attendez, vous mettez tout votre argent sur une seule marque? Je lui dis, oui, je suis sûr de moi. Ouais. Effectivement, j'étais sûr de moi. Et on s'est endetté vraiment très grave pour cette marque-là, mais j'étais sûr de moi. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est que toutes ces paires de chaussures, j'allais mettre 1 an à les vendre. Et en 1 an, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et pendant que je les vends, il y a Fila qui sort des chaussures en daim. Les filets que tout le monde veut parce qu'il y a toutes les couleurs. Il y a Patrick Ewing qui sort sa paire. Donc, moi, je peux pas. Concurrence. Ouais, et puis, moi, je peux pas. J'ai cette dette à rembourser. Je peux pas investir ni dans Fila. Et donc, c'est là que Châtelet commence à prendre le dessus. Okay. Et à un moment, j'étais un petit peu déserté. Alors, il y a ce phénomène-là. J'étais déserté. Et il y a le phénomène que, comme toi, tous, vous commencez à vivre du rap, quoi. Ouais. Et donc, vous avez plus besoin de traîner à Ticarette ou voir, vous allez vous-même à New York. Ouais. Donc, tous les gens qui ont fait l'existence de Ticarette, ils commençaient à avoir leur plan ailleurs. Oui, à faire leur vie, puis à grandir. Et justement, je le raconte dans une anecdote. Je suis au Hall. Il y a Cut Killer qui vient pour acheter des blousons Illy Hansen, puisque lui, il a fait sa marque HH, et Illy Hansen, ça va avec. Ouais. Donc, il achète des blousons, il achète plein de trucs. Bon, on voit qu'il est à l'aise. Je parle de cette époque-là, Somi, il avait déjà sorti Mon Papa à moi. Donc, tu vois, tout le monde est bien. Il y a une industrie dans le rap français. Mais moi, je suis dans ma boutique, je me rends pas compte. Ouais. Et je dis parce que je vois qu'il achète pas mal, je dis à Cut Killer, attends, je vais t'arranger, quoi. Tu sais, genre. Et il me regarde, il me fait, non, mais c'est pas la peine, Dan. et dans ma tête, quand il me dit ça, la façon qu'il me le dit, c'est genre, on est bien. Et non seulement on est bien, mais je m'aperçois, mais attends, c'est eux les gros maintenant, ils m'ont dépassé, c'est eux qui sont plus lourds, toi. Okay. Avant, c'était moi, le maître Ticarette, et là, j'étais plus le maître. Je vois. Mais qu'est-ce qui fait que ça part de Stalingrad pour Châtelet? À cause de... En fait, vous voulez vous mettre in the place to be. On veut pas mourir, tu vois. Ouais, voilà. Donc, à cause des pères, et puis à cause que tout le monde va à Châtelet. Tout le monde est à Châtelet, faut être à Châtelet. Donc on veut pas mourir. Donc et puis on commence à avoir des dettes. Donc on s'installe au Hall. Ouais. Ça permet de renflouer avec l'argent qu'on fait aider, parce que là, les halles, ça marche assez bien. Je suis avec DJ Spunk, tout ça. Vous vendez de la musique, vous vendez des vinyles, tout ça. Exactement. Qu'on fait venir de New York. Tu sais que j'ai acheté le premier maxi de Big L. Ah ouais. À Stalingrad, dans la boutique. Ah ouais, à Stalingrad. J'étais venu, j'avais entendu Big L. Et les Sages-Pots, ils ont acheté Wutan aussi, pareil. Voilà. Donc, on a tous des souvenirs. Et donc, on veut pas mourir. Donc, avec l'argent qu'on fait des halles, on éponge les dettes de Stalingrad. Ouais. Une fois qu'ils sont épongés, on ferme Stalingrad. Et puis après, on est au Hall et je me vois pas rempiler encore. Ouais. Puis c'est plus l'état d'esprit des pionniers, tout ça. Ouais. Et à un moment, je dis, le studio n'y est plus. À un moment, je dis, vas-y, on arrête. Mais dans ma tête, j'arrête. Ça va aller pour moi. Mais en fait, non, c'est quand ça fait 12 ans que tu fais ça. Ouais. En fait, tu prends une claque dans la gueule. Ouais. Là, pendant 2 ans, je sais plus où j'habitais. En fait, j'ai pas été très bien. Ok. Et donc après cette période un peu floue et tout, tu reviens DJ. Là, après. Là, tu mixes. Oui. Là, je mixe dans un club qui s'appelle Le Réservoir, où là, je suis résident. Voilà. Et par là même, je fais plein de soirées privées. Okay. Et puis, comme je te dis, c'est une période difficile. On a du mal à admettre qu'on fait une dépression, on a un peu envie de costaud, mais à l'intérieur, tout est démonté, tu vois. Et c'est dur de se dire, il faut retravailler, être un employé pour les autres. Ouais. Donc, je mets du temps, j'épuise un peu toutes mes économies. Et après, à un moment, il faut se remettre. Donc, je me remets à bosser pour des marques de fringues et en même temps, je fais DJ. Et puis là, je fais plein d'événements, etc. Et puis, ça me maintient. Voilà. Ok. Quel regard tu portes justement sur tout ce qui était la new school qui traînait dans ton studio, qui venait enregistrer et que t'as vu exploser toi, comme ça, à la télé ou à la radio, tu les as vus devenir big. On a tous bossé pour ça, quoi. Ouais. Donc quand tous ils ont cartonné, ils ont tous explosé, que Skyrock a commencé à les diffuser, Davina avec comment il s'appelle, avec Arsenic, tout ça, là, tu vois tous ces morceaux que t'entendais 15 fois ou 18 fois dans la journée, tout ça. Non, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a été ni aigri ni jaloux. J'ai été content. Et puis sache que on est tes enfants.
Ouais, Faut que tu le vois comme ça. Ah non, mais moi, tu vois. Non, moi, je vois que on est toute une bande, et puis, on peut pas tous réussir. Il y en a qui sont choisis, bien sûr. moins d'autres. Et puis, bien sûr, il y a des histoires, il y a des bâtons dans les roues, il y a des jaloux, mais c'est la vie. Quelque part, si tu as du talent, tu traverses tout ça. Ouais. Donc, il faut pas se le nier. Si t'es pas arrivé au top, c'est que t'es arrivé au 5e, t'es arrivé au 5e. Tu peux pas être au 10e, tu peux pas au 10e. Et quand je te dis, ceux qui sont au 10e, que ça soit Booba, Joe et tout ça, dès le début, on a vu qu'ils étaient au 10e. C'est pas, Et eux, tu peux mettre ce que tu veux, le bâton dans les roues, tu peux, regarde, regarde, lui, il était avec les Sages-Peaux, ça a pas marché, il a été avec Taille Bomb, finalement, après, il s'est retrouvé avec moi. Il y a pas de coups qui peuvent te freiner ta carrière, tu vois, ce que je veux dire. C'était écrit. Quand t'as du talent, quoi, c'est tout. Donc, nous, on était bons, mais pas le stade supérieur, c'est tout. Voilà. Ce qu'il faut reconnaître, c'est tout. Ok. En tout cas, merci à toi, Dan. Merci à toi, Driver, parce que nous, on a une bonne aventure tous les deux quand même. On a kiffé, on a fait plein de trucs. Moi, je suis très fier que tes émissions s'appellent Roule avec Driver, parce que ça vient d'un morceau que j'ai fait pour votre compilation. Ça se passe comme ça. C'est vrai. Et puis, c'est vrai que ça, c'est une chose que j'ai jamais dit. Quand on dit des gens qui sortent du lot, toi aussi, Driver, t'as bien vu que sur la compil quand t'es arrivé, t'as vu ton morceau, il a plus été remarqué que celui-là des Ben et des autres. Et d'ailleurs, c'est ça qui t'a transporté. Ça a été alors que tu l'as fait d'une manière nonchalante, simplement, sans ambition. Vraiment, c'est presque on est venu te chercher chez toi à te dire, vas-y, il nous manque un titre. Exactement. Et puis en fait, non, t'avais ton style, quoi. C'est cool. Non, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci à vous aussi. Merci pour cette émission. À bientôt. Ciao. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.